Quand on a Timothée Chalamet au micro de Pop Pop Pop, on lui pose évidemment la question que tout le monde se pose. Et cette question c'est... Timothée Chalamet, êtes-vous célibataire? Mais non, pardon, on n'est pas sur Énergie 12. Cette question dans Pop 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 c'est... Timothée Chalamet, c'est quoi pour vous la pop culture? Je pense que ça change et on peut avoir un sens négatif de ce côté ou on peut avoir un sens optimiste. Du côté négatif, on peut dire for pop culture, c'est pas comme dans les années 90 ou 2000 où il y avait soit les médias, soit les studios énormes, centralisés, où c'était clair quand quelqu'un mettait des vêtements s'ils n'étaient pas à la mode parce qu'il y avait un mode central. Il n'y a pas un mode central maintenant parce que il y a l'internet, il y a les cultures dans les cultures subcultures et le façon négative de voir ça, c'est se dire il n'y a pas un milieu pop culture maintenant, mais le côté optimiste c'est se dire que en fait c'est plus égalitarien, c'est plus organique, que le pop culture se trouve moins maintenant je sais pas dans un pub, mais plutôt sur je veux pas dire les réseaux sociaux parce que that feels très cliché, mais je sais pas dans l'expérience humaine, je sais pas. Timothée Chalamet est de retour dans Pop Pop Pop, ce qui veut dire que je lui ai déjà demandé son film, son livre, sa musique et sa série culte, et rappelez-vous, ça donnait ça. Evening, Commissioner. Wikipedia is the best thing ever. Why so serious? You are getting the best possible information. Mais oui, vous aurez reconnu The Office, The Dark Knight de Christopher Nolan et Butterfly Effect de Travis Scott. Comme Timothée Chalamet est déjà passé dans mon mixeur de pop culture, cette fois-ci, je lui ai demandé ce qu'il attendait cette année sur la planète pop, et c'est l'heure de sa liste. On va commencer par le film. Cette année, je viens de voir en français, mon ami Stéphane Bach a fait le voix pour Spider-Man. Le nouveau animé, c'est vraiment super et du coup je suis pas le seul à le dire, ça gagne beaucoup de prix aux États-Unis là. Un livre, j'ai lu un truc plutôt côté philosophie je pense, mais Fernando Pessoa, The Book of Disquiet. C'est vraiment, il a passé un vie de l'autre côté d'un acteur. Si d'être acteur, c'est de... Même si tu essaies de l'ignorer en toute capacité, c'est de avoir même un petit peu une conception de soi-même. Fernando Pessoa, c'était un écrivain portugais qui avait écrit des philosophies, des conceptions de la vie, du monde en privé pour 40 ans. Il avait un boulot indépendant de la philosophie. On n'avait rien lu sur lui pour 30 ans, 20 ans. Et il y avait des profs portugais 30 ans après qui ont trouvé ces notes et qui se sont dit mais ça c'était un gars extraordinaire. Beaucoup de ces notes se disaient je me sens comme gars extraordinaire, que personne le sache. Alors de lire ça, c'est vraiment de l'autre côté de l'acteur. Alors j'ai pas tout lu, mais c'est ça le livre cette année pendant que je tournais en Europe, en Hongrie en fait, que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ok, une chanson de cette année. Beautiful Boy. Beautiful Boy à John Lennon. Or Treasure by Sampha, le chanson à la fin du Beautiful Boy, parce que Sampha, c'est la fin, parce que c'est ma chanson la plus préférée dedans, mais aussi Sampha, pour les gens qui le connaissent pas, c'est vraiment, il a la jalousie de beaucoup de gens dans dans la musique parce que il est connu, mais il s'est vraiment gardé privé aussi, et c'est vraiment un artiste extraordinaire et il fait beaucoup de piano, ouais, il est super. Et pour finir, une série? Une série, on m'a dit que je devrais commencer à regarder Big Mouth sur Netflix. Alors je devrais regarder ça. Spider-Man New Generation, Fernando Pessoa, Sampha, Big Mouth. Voici donc la pop list de Timothée Chalamet en ce 4 février 2019. Ça fait exactement un an depuis notre dernier entretien. C'était pour Call Me By Your Name. Nous étions exactement au même endroit, dans le même hôtel, dans la même chambre, sur le même canapé, avec les mêmes micros. C'est vrai, on était là? Exactement. Si je vous propose de faire dorénavant un point info une fois par an, toujours au même endroit, est-ce que... C'est ici? Oui.
Tous les ans, on se rejoint ici. Oui. J'aime beaucoup cet hôtel, alors ça marche. Si vous ne deviez garder qu'une image, un moment, une émotion de l'année qui vient de s'écouler, ce serait quoi? Oh man. Franchement, ça pourrait être il y a 2 semaines aux Golden Globes, quand ma mère, elle a vu Dick Van Dyke sur le plateau. Elle était vraiment émouvée. Émue. Elle était vraiment émue. Alors ça m'a frappé un petit peu. C'est vraiment ça m'a frappé avec du gratitude parce que ça m'a jamais arrivé d'avoir un moment comme ça avec ma mère où j'avais j'avais un petit rôle en lui emmenant une expérience où elle était proche des gens elle admirait beaucoup aussi Tony Shalhoub et beaucoup d'autres aussi. Ouais. Vous venez aujourd'hui nous parler de My Beautiful Boy de Félix Van Groningen. Le Beautiful Boy du film, c'est vous. Vous êtes Nick Sheff, jeune homme brillant, cultivé, promis à un avenir radieux, sauf que Nick est devenu en peu de temps complètement dépendant à l'héroïne, au point de devenir un véritable étranger pour sa famille et pour son père en particulier, dont il a pourtant toujours été très proche. Le film est inspiré d'une histoire vraie et basé sur 2 récits, ceux de David et Nick Sheff, père et fils, que vous incarnez avec Steve Carell dans le film. Aviez-vous lu Beautiful Boy et Tweak, leurs ouvrages respectifs, pour préparer le film, et qu'est-ce que vous en avez tiré? Ouais, c'était un peu... c'était comme mes bibles pour ce film. Je restais très proche des 2 livres, surtout celui de Nick. Le film, il prend le point de vue de David, il prend plutôt le point de vue de son livre, du père. Notre film, on n'a pas fait ce film en essayant de montrer l'addiction, le drogue dans la forme le plus pure. Il y a des films déjà comme ça, comme Trainspotting ou Heaven Knows What ou Christian F. Plutôt notre film, on a essayé de montrer ce que ça peut faire, l'addiction, le drogue, pas non seulement à celui que ça rend malade, mais aussi aux parents, aux frères, aux sœurs, aux gens qui aiment celui qui est addicté. Et du coup, je suis resté très proche des 2 livres et si le livre de David est plutôt presque grec dans le how do you say arc, dans l'arc du rôle, celui de Nick, le livre, est beaucoup plus intense et il n'y a aucun sens du passé ou du futur. Tout est dans le présent, tout est sur le désir de trouver le prochain moment avec du drogue. Et comme acteur, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai compris que d'être dans cet état d'émotion, c'est de pas penser normalement, c'est de essayer de mettre un pied devant l'autre. Est-ce que vous avez rencontré les chefs avant le tournage et est-ce que vous vous êtes senti une responsabilité particulière en jouant la souffrance d'un personnage réel en sachant qu'il verrait le film? Une responsabilité énorme et même avant que je l'aurais rencontré, j'ai rencontré Nick et sa sœur Daisy avant qu'on commence le film, mais j'aime beaucoup comme tu as mis la question parce que c'est un humain, qu'on est tous comme humains complexes, on a tous nos boutons sur le visage et ça m'a beaucoup aidé en lui rencontrant parce que je pense qu'il y a une pression non seulement sur les jeunes acteurs mais surtout sur les jeunes acteurs et actrices d'être masochiste, qu'on est que fort comme créatif, qu'on souffre et moi je pense que c'est dangereux et je pense que Meryl Streep et Leonardo DiCaprio, je pense pas qu'ils sont souvent ou tout le temps plutôt en souffrant. Et en rencontrant Nick, j'ai vu que ça m'a beaucoup aplati parce que tout d'un coup j'ai vu il y a pas un pont que je dois traverser à comprendre ce que c'est d'être addict. En fait, c'est ça un des thèmes centraux du film, c'est qu'il n'y a pas un visage à l'addiction, il n'y a pas un race ou un classe économique plus affectée, ça affecte tout le monde et de se dire comme le personnage du père dans le film dit c'est pas nous, c'est pas notre famille qui expérience des trucs comme ça, c'est de mentir, c'est de pas comprendre l'addiction. C'est souvent aussi les gens quelquefois quand ils voient le film, c'est pour moi c'est presque un test où maintenant je peux voir si les gens qui demandent des questions ont été proches de l'addiction ou sont affectés parce que quelquefois on nous demande mais j'ai bien aimé le film mais pourquoi on n'a pas compris pourquoi il est addicté.
Mais le fait, c'est que c'est pas notre film, c'est qu'il est addicté. Et on voit l'ego du père essayer d'adresser cette question, pourquoi, ou qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que je peux faire. Et c'est pas ça la réalité. La réalité, pour les gens qui ont ce problème, c'est que c'est à eux à le fixer. Mais quand même, que l'affection et l'amour et l'empathie et le désir humain des gens autour des addicts, ça doit être là. Parce que de battre ça au niveau d'alcool, c'est déjà fou. De le battre au niveau de l'héroïne ou meth, c'est encore plus difficile. Mais de le battre quand on est jeune, qu'on cherche toujours quand on est comme humain, quand on est toujours dans le supermarché à essayer de découvrir notre personnalité, c'est en tension avec le programme des 12 steps, d'essayer de devenir sober. Et on fait pas ça quand on est jeune. Quand on est jeune, on essaie de exploser, de trouver la vie. Votre père de fiction, c'est Steve Carell. Et lors de notre précédente rencontre, quand on vous a demandé votre série culte, vous nous avez répondu The Office US. Alors, c'est comment d'être le fils de Michael Scott? C'était Michael Scott et Holly Flax, parce qu'elle y est dedans aussi, Amy Ryan. C'était très bizarre. Mais je pensais, quand on tournait le film, ça serait plus bizarre si je leur ai dit le niveau du bizarreness que c'était pour moi. Alors, j'ai rien dit pendant qu'on tournait, mais une fois que c'était fini et maintenant qu'on fait promotion, il sait que je suis stalker et que et je sais tout sur lui et sur l'émission. Mais franchement, il y a beaucoup d'acteurs extraordinaires en France, en Angleterre aussi. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un de nos meilleurs, Steve Carell. Au niveau comédie aussi, The Anchorman, Evan Almighty, Bruce Almighty, The Office. Mais maintenant, au niveau dramatique aussi, Foxcatcher, The Big Short, Beautiful Boy, Vice, which is about to come out. Alors j'ai beaucoup d'admiration et j'adore ce gars. And he's Michael Scott. He's Michael Scott. Mais est-ce que ça complique les choses ou au contraire, est-ce que ça les simplifie de jouer avec un acteur que vous admirez tant? Des deux côtés. Du côté que je me sentais anxieux parce que c'est Michael Scott et il est très connu. Moi, j'ai pas de carrière et si même pas je me fais virer. Ça m'a fait peur. C'était mon anxiété. Mais, de l'autre côté, et j'ai souvent cette impression, j'avais cette impression quand je travaillais avec Matthew McConaughey aussi. Ça peut t'aider quelquefois quand t'es en face de quelqu'un de très connu. Parce que souvent on dit dans les classes d'acting ou de drame de s'enlever de ton imagination. Quand on passe nos vies normales, on n'a pas des miroirs autour de nous. On se dit pas qu'il y a un caméra. Et quand il y a Steve Carell, et surtout Steve parce que je l'avais vu dans The Office, j'avais vu tellement, il y avait même les expressions, je pensais, ok, pour être fils, c'est bon parce que j'ai l'impression que je le connais. Et alors du coup, votre inquiétude n'était pas du tout d'à propos, puisque Steve Carell a dit que les essais que vous avez passés pour le film sont les meilleurs essais qu'il ait jamais vus. Est-ce que ça vaut pas toutes les cérémonies de prix? Merci d'avoir dit ça et merci d'avoir moi, Steve, qui a dit ça aussi, mais le fait, c'est que la dernière fois que j'avais lu avec Steve, et je pense pas que j'ai dit ça avant, mais il y avait quelques autres acteurs qui lisaient avec lui et les autres acteurs, ils ont eu tous les rôles dont avant on avait lu pour les mêmes rôles. Alors j'avais vraiment en énergie en allant, like, I don't give a fuck. Ça, je vais vraiment me lancer. Je le rencontre le plus je passe le temps avec Steve et le plus qu'on parle du film. J'avais une confiance que j'avais pas compris, était pas donnée et mais qui avait tout de suite avec Steve et aussi avec Armie pour Call Me By Your Name et j'étais complètement en confiance avec lui. Il y avait aucun moment où je me sentais jugé ou c'était super. Franchement, c'est vraiment un gars super. Ouais. Vous vous retrouvez une nouvelle fois dans un film avec une relation entre un fils et son père. Est-ce que ce moment de la vie, c'est toujours une source d'enjeux conflictuels pour vous? Non, pas dans ma vie, mais en grandissant, je pense qu'il y a deux moments de très intéressants comme enfant et comme parent. J'ai pas eu l'expérience, bien sûr, comme parent, mais comme enfant, il y a l'expérience où un jour tu vois tes parents et tu te dis, merde, c'est des adultes. c'est des humains. Ils ont pas un livre avec toutes les réponses. Et je pense, ce que je viens de dire, c'est le contraire en Call Me By Your Name où le père, joué par Michael Stuhlbarg, il a une disposition sur la vie qui est vraiment presque comme Socrates ou qui vraiment comprend la vie. Mais de l'autre côté, un Beautiful Boy, je pense qu'à un jeune âge,
Nick voyait l'adulte. Quand tu vois ton père qui essaie de faire tout à te sauver, tu vois l'humain dedans. Tu vois comme j'ai dit, les boutons sur le visage. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un moment, comme parent aussi, on voit ça dans My Beautiful Boy, où tu te rencontres, c'est leur vie. Mon enfant, c'est leur vie maintenant, et je peux essayer de leur aider, mais au bout d'un moment, c'est des adultes et tout le monde a cette expérience, je crois, tout le monde. Vous avez plusieurs grandes scènes dans le film, et notamment une qu'on voit dans la bande-annonce, donc je ne dévoile rien, dans un diner, une conversation hyper dure, compliquée. Comment est-ce que vous avez abordé cette scène en particulier? Alors ça, c'était le deuxième jour du tournage, et là, c'était important de jouer le manifestation d'être défoncé sur methamphétamine, parce qu'il est très agité dans la scène, il ment partout, il a aucun sens stratégique, mais il est près de la mort du point de vue de son père. Et on a fait peut-être 20 essais de cette scène. On a fait toute la journée. Et comme j'ai dit avant, pas dans tous les rôles, il faut que tu as un sens d'honneur avec l'acteur avec qui tu joues. Tu peux pas être coincé dans ce que tu fais, ça devient égoïste. Mais dans une scène où tu joues l'égoïsme en quelque façon, tu joues quelqu'un qui a aucune considération pour sa famille, c'est que pour le prochaine journée, pour le prochain high, le prochain drogue. J'étais tellement chanceux de faire ça avec Steve aussi, qui vient du monde comédie, de improvisation, où moi comme acteur, je sais qu'il y a presque deux écoles. Il y a les acteurs qui veulent savoir exactement ce qu'ils vont faire dans la scène, qui veut être complètement sans l'habilité de voir l'esprit dedans. Et moi, moi je suis de l'autre côté. Moi, j'aimerais mieux voir l'acteur ne pas savoir ce qu'il va faire dans la scène, et qui fait quelque chose ou elle fait quelque chose vraiment bouleversant. Pour préparer Call Me By Your Name, vous avez appris à parler italien. Qu'avez-vous eu à apprendre pour jouer Nick? Il y avait peut-être plus la responsabilité parce que c'est un personnage vrai, c'est quelqu'un de vrai. C'est une histoire très sensible, même indépendant des drogues ou addictions, c'est des thèmes très particuliers de la famille. Alors c'était de devenir proche de Nick, mais de comprendre l'histoire, de comprendre ce que c'est d'être dans les throes of addiction. Et on peut faire beaucoup à faire ça. J'ai parlé à plein de addicts, j'ai passé beaucoup de temps sur l'internet en voyant ce que c'est d'être high on heroin ou high on methamphetamine. Mais encore, comme je disais avant, je pensais que c'était plus important par rapport à les séquences de drogue, parce qu'il y a des films qui se font sur ça, de comprendre ce que c'est d'être dans un rehab ou dans des meetings, d'essayer de devenir sober, non seulement dans la vie, mais surtout quand on est jeune. Il y a un réunion pour les alcooliques à New York qui sont seulement pour les jeunes qui n'ont jamais eu un boisson alcoolique légal. À 21 ans, aux États-Unis, on peut boire légalement. Et cette réunion, c'est pour les gens qui se considèrent alcooliques sans jamais avoir pris un boisson alcoolique légalement. Ouais. Vous qui avez joué Casey Affleck jeune dans Interstellar, James Franco jeune dans Beyond Lies, qu'est-ce que ça fait d'avoir pour la première fois dans un film un acteur qui vous joue, vous, jeune? Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé dans ce façon. Et il y a un autre niveau de bizarrerie, qu'il n'y a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a 4 jeunes Nick. Il y a 4, il y a le 7 ans, il y a le 10 ans, il y a le 12 ans et moi. Alors, ça fait bizarre de voir quelqu'un qui te ressemble, surtout un acteur Jack Dylan Grazer qui est très bon dedans et j'ai l'impression qu'on a le même marche même. Alors, ça m'a déstabilisé, mais quand je faisais des répliques avec Steve un jour, Jack est rentré, il n'avait pas rencontré Steve, il a dit oh, Michael Scott. Et j'ai dit à Steve après, c'est ça que je voulais dire quand je t'ai rencontré, mais j'essayais de garder mon cool. Alors j'ai rien dit, mais but you're fucking Michael Scott, man. Yeah. Vous tournez avec un réalisateur belge, hein, après l'italien Guadagnino. Vous êtes franco-américain. Vous sentez de vraies affinités avec le cinéma européen? Ah ouais, absolument. Bon, déjà, j'ai l'impression que je dois ma carrière à le cinéma européen. J'ai fait Call Me By Your Name en Italie avec un réalisateur italien, une histoire italien avec le sound department, le son, département français, avec l'équipe maquillage italien-argentin. Alors,
Ouais, je me sens très proche des... C'était vraiment une expérience vraiment internationale. Mais aussi, Beautiful Boy, Félix, il a vraiment fait un job extraordinaire parce que c'est vraiment un film américain. Et par ça, je veux pas dire Hollywood. C'est surtout pas un facile film de ce niveau. Mais non, et en grandissant aussi, soit La Grande Vadrouille ou Umberto D ou Le Ballon d'Or ou La Boum. La Boum, j'adore La Boum, ouais, ou Les Parapluies de Cherbourg. C'est des films extraordinaires, ça. Alors. Oui, Timothée, vous vous exprimez beaucoup mieux que la plupart des acteurs français. Alors, C'est vrai. Oui, à quand un film français? Ah, ça serait trop bien. Il y a tellement de réalisateurs français que j'adore. Et déjà, Timothée va tourner en France. Mais c'est ça, comment Ah est-ce oui, que c'est vous ça. trouvez la région d'Angoulême? Parce qu'il paraît que C'est- Wes Anderson tourne là-bas et vous faites Ouais, partie du mais casting. alors déjà, il y est. Je savais pas, mais il tourne déjà là-bas. Et moi, je commence en février. Et c'est à Angoulême. J'ai jamais été. J'ai fait le quotidien hier et Yann a dit dans le Camara, ok, tout le monde à Angoulême, dis bonjour quand vous attendez les acteurs. Mais non, ça va être super et c'est vraiment un de mes réalisateurs plus préférés, Wes Anderson. Et alors ça va être super et c'est un film français en plus. Oh, ouais, bon, un film Tourné en qui se passe en France. France, mais tourné en France. Bah, de toute façon, on en reparlera exactement dans un an, ici, dans cette chambre, ici, dans cette chambre. sur ce canapé. Super, sur ce canapé. Bon. Merci. Merci beaucoup, Timothée. Merci. Merci à Timothée Chalamet d'être repassé dans Pop Pop Pop. Je rappelle que My Beautiful Boy, le film de Félix Van Groningen, sort mercredi.